Dans cette leçon, nous allons examiner et comparer les alphabets français et hébreux. Il est important de noter que lorsque nous mentionnons l'alphabet français, nous faisons en réalité référence à l'alphabet latin dont les peuples occidentaux ont hérité. On peut d'ores et déjà remarquer que l'alphabet hébreu compte 22 lettres alors que le français en compte 26. On rapporte que dans l'ancien temps, les chiffres et les lettres étaient indissociables. Est-ce toujours le cas? Absolument. Les lettres sont toujours utilisées pour écrire des valeurs numériques. Savez-vous que le mot « alphabet » vient des deux premières lettres hébraïques, Aleph et Bet? Allez, on commence. Les deux premières lettres, le Aleph et le Bet, correspondent respectivement au A et au B, donc ici rien à dire. En revanche, avec le guimel, ça se complique un peu. Bien qu'il corresponde à la lettre G, sa position est sur l'emplacement du C. On pourrait croire à une substitution hasardeuse, mais si on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'il y a fort probablement une raison à cela. Comprenons qu'en hébreu, chaque lettre a une signification littérale. Le guimel, par exemple, signifie chameau. Et justement, si on considère que le mot chameau en français et camel en anglais commencent tous les deux par un C, on commence à entrevoir une lueur d'explication. Génial! Et en fouillant un peu, on découvre que le mot chameau s'écrit toujours en commençant par un G, un C et même un K à travers le monde. Notons qu'en arabe il se nomme Jamal, mais la raison est que dans de nombreuses régions, le guimel se prononce comme un J. C'est intriguant de voir comment un simple mot peut illustrer les dérives linguistiques et les différences entre les alphabets, bien qu'ils partagent une origine commune. Poursuivons. La prochaine lettre, le dalet, correspond à la lettre D. Donc, lettre et emplacement ne changent pas. Alors, en revanche, pour le He, c'est un peu particulier. Il se trouve à l'emplacement de la voyelle E. Cela peut paraître étrange puisqu'il s'agit d'un H en réalité. Et cependant, il sert souvent de voyelle. Très souvent, on s'en sert en tant que Ha ou He. Et c'est pourquoi on peut l'associer au son E, donc E, sans grande difficulté. Il faut comprendre que l'Occident a introduit des voyelles dans l'alphabet, il fallait donc pouvoir toutes les caser sans trop bouleverser l'ordre de l'alphabet original. Mais nous allons voir plus tard qu'on a trouvé une combine pour pallier à ce petit décalage. Alors, avec le Vav, on a encore une anicroche puisqu'il se trouve à l'emplacement de la lettre F. Pourtant en hébreu, ne s'apparente-t-il pas à la lettre V? Oui, c'est bien cela. Le Vav est très versatile. Il peut se prononcer V, mais aussi O ou U selon les situations. D'ailleurs, précisons qu'en réalité, la consonance V de la lettre est arrivée tardivement. Autrefois, il s'agissait plutôt d'un wa, comme c'est encore le cas en langue arabe. Quoi qu'il en soit, il est difficile de dire précisément comment se prononcer les lettres dans des temps reculés, car nous n'avons pas de fichiers audio de ces époques. Très drôle. Concernant la dérive entre les lettres V et F, c'est simplement une affaire de prononciation d'une région à l'autre. D'ailleurs en français, pour les petits, il existe des cours pour apprendre à distinguer ces deux sons. Ces deux sons à l'origine ont donc un lien important. La prochaine lettre est le zayin. Ici aussi on peut se demander pourquoi ce décalage puisque nous avons à la place la lettre G. Il s'agit certainement encore une fois d'un glissement de prononciation d'une langue à l'autre. Les sons je et ze se sont probablement confondus. Toutefois, le zayin s'apparente désormais à la lettre Z. Vient le tour de la lettre Chet. Et c'est ici que l'astuce du He, le petit tour de passe-passe dont Sarah vous a parlé plus tôt, prend place. Explique-nous ce tour de passe-passe. Eh bien, rappelez-vous, nous n'avions pas placé le He, donc le H, là où il aurait dû se trouver, car il a été remplacé par la voyelle E. Alors, justement, il se trouve que la lettre Chet ressemble beaucoup à la lettre He dans sa forme écrite d'une part, mais ce n'est pas tout. Tu veux dire qu'elle se prononce aussi un peu comme un H, mais plus fortement accentué? Exactement. Il faut gratter un peu le fond de la gorge pour bien la prononcer. Et d'autre part, comme ce son spécifique de la lettre Chet n'était pas utilisé par les langues latines, on pouvait donc s'en passer. C'était l'occasion idéale de le remplacer par une autre lettre. On a donc choisi de placer le H à la place. Comme ça, le tour était joué. Un vrai jeu d'équilibriste linguistique. Le Tet correspond à notre T en français. Cependant, dans l'alphabet hébreu, il y a deux lettres pour le T, le Tet et le Tav, mais l'alphabet latin a choisi de ne retenir que le Tav. Donc, le Tet a laissé une place vacante dans notre alphabet? Exactement. Et c'était parfait car nous avions besoin d'intégrer la lettre J. Et il se trouve que le J a un lien fort avec la lettre I. I qui correspond d'ailleurs au Yud en hébreu. Historiquement, les lettres I et J se confondaient souvent. Prenez l'exemple de Jésus, qui était prononcé Jésus ou en hébreu Yeshua. De ce fait, l'alphabet latin a dû s'adapter. Tout à fait. Et pour intégrer le J, l'alphabet latin a déplacé le I pour remplacer le tête vacant. Et il a placé le J à la place du Yud.
Le kaf, le lamed, le mem et le nun correspondent tous à leurs lettres respectives, le k, le l, le m et le n. La prochaine lettre, le samer, est particulièrement intéressante. Et savez-vous où elle se trouve dans notre alphabet? N'est-ce pas là où nous avons la lettre O? Précisément. Ce qui est intriguant, c'est le changement de prononciation, un S à la place d'un O. À premier abord, on pourrait penser qu'ils n'ont rien en commun. C'est assez surprenant en effet. Comment expliques-tu cela? Eh bien, si on observe bien le samer, on remarque qu'il ressemble à un soleil. Il s'écrit en formant un cercle, tout comme notre O. D'accord. Mais comment le lien se fait-il? Pour comprendre cela, il faut remonter à l'alphabet phénicien bien plus ancien. On s'aperçoit que la même lettre ne se nomme pas samer, mais aïn. C'est qu'en fait, il y a eu une inversion entre le samer et le aïn dans le passage de l'alphabet phénicien à l'hébreu. Et là, ce qui est intéressant à remarquer est la signification du aïn en langue sémitique. Et oui, le aïn signifie œil. Donc, cette forme ronde évoque un œil. On y voit déjà un peu plus clair. Mais ce n'est pas tout, car cela fait sens avec le français, puisque le mot œil s'écrit avec un O. Bon, techniquement, un E dans l'eau, mais cela reste un détail pour l'instant. Et comment cela se relie-t-il au ayin dans l'alphabet hébreu? Étant donné que les deux lettres ont vu leur position respective interposée par rapport à l'ordre qu'elles occupaient dans l'alphabet phénicien, désormais, le aïn ne s'écrit plus en formant un cercle. Aujourd'hui, il ressemble à un Y inversé. En revanche, la lettre se positionne là où nous avons notre P. Mais il faut dire qu'à partir du P, les lettres sont toutes décalées jusqu'à la fin. La prochaine lettre est le tzadei. A-t-il un équivalent en français? Non justement, il n'y a pas d'équivalent direct pour la lettre tzadei en français. Sa forme peut rappeler un X, mais cela demeure un mystère. Néanmoins, on peut imaginer qu'il y a eu un glissement entre tse et xe. Les dernières lettres, kof, resh, shin et tav, correspondent toutes à leurs lettres respectives, le Q, le R, le S et le T. Notons que le tav est le second T de l'alphabet hébreu en plus du tet. Il est important de noter que, même s'il y a deux T, cela ne signifie pas qu'une des deux lettres est superflue. En effet, bien que l'hébreu moderne puisse les utiliser de manière interchangeable, elles avaient chacune leur consonance propre, et c'est encore le cas en langue arabe. Cela révèle comment l'hébreu a adapté sa prononciation pour la rendre plus facile aux nouveaux arrivants. Exactement. L'hébreu s'est en quelque sorte modernisé, perdant quelques consonances qui étaient difficiles à prononcer pour les peuples d'Occident.